This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching your insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy. Just drop in some details about yourself and see if you're eligible to save money when you bundle your home and auto policies. The process only takes minutes, and it could mean hundreds more in your pocket. Visit Progressive.com after this episode to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states. New Year! Parehong extra value meals sa McDonald's. Ngayon, get a savory sausage McMuffin with egg, plus hash browns, and a small coffee. $5 lang for a limited time only. Prices and participation may vary. Prices may be higher in Hawaii, Alaska, and California, and for delivery. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. La Pointe, le podcast qui mouille le maillot pour vous faire vivre le waterpolo comme nulle part ailleurs. Aujourd'hui, on a le sourire. Après un parcours combatif avec une seule victoire contre Malte, l'équipe de France a enfin brisé le signe indien. Victoire éclatante 14-10 face aux Pays-Bas. Au programme de cet épisode spécial, le déclic des Bleus, une entame de match parfaite, un Hugo Fontani infranchissable qu'on ose même intégrer au gratin mondial et une solidarité qui fait plaisir à voir. On décrypte les clés de ce succès qui change tout. Le suspense insoutenable. On revient aussi sur le choc titanesque entre l'Espagne et la Hongrie. Un duel au sommet qui s'est joué au tir au but avec un lob d'Eugénie au buzzer et un changement de champion d'Europe en perspective. Et première défaite de la Serbie en championnat d'Europe à domicile, qui était sûr de finir à la première place suite à la défaite de l'Espagne face à la Hongrie. Les Bleus peuvent-ils aller chercher la 9e place en s'imposant une dernière fois ? Qui va soulever le trophée à Belgrade ? On en parle tout de suite. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti. Les épisodes s'enchaînent et on se retrouve pour débriefer cette journée qui avait lieu hier soir, donc avec au programme France, Pays-Bas, Espagne, Hongrie et Serbie, Monténégro. On va attaquer donc directement par la France et ils l'ont fait. Les Français s'imposent contre les Pays-Bas 14-10. Un très bon match solide de nos Français qui, on l'avait dit donc dans les épisodes précédents, que on était déjà pas trop mal quand même dans ce qu'on voyait dans ce championnat, qu'on allait passer à bon si on battait les Hollandais et on pourrait passer à très bon si on arrive à se classer 9e où la France jouera jeudi contre la Turquie ou la Géorgie qui auront lieu cet après-midi à 15h30. Frédéric, une première analyse sur ce match France-Pays-Bas qui nous a enthousiasmé puisque la France s'impose. Ouais Christophe, écoute, une très bonne perf de l'équipe de France qui m'a emballé, comme je le dis depuis le début de la compétition. C'est une équipe de France qui me donne vraiment envie de la suivre, de l'encourager, d'être derrière, avec tout n'est pas parfait, mais en tout cas... au niveau de l'engagement, de la combativité, de la vaillance, du courage, l'équipe est là. C'est des ingrédients, les ingrédients minimums qu'on doit mettre dans un match. Mais en tout cas, ils les mettent et c'est l'équipe qui me fait plaisir à voir. Et les données étaient simples. Il fallait donc le perdant de ce match-là aller basculer sur un match de classement 11-12. Et puis le vainqueur de ce match-là allait jouer 9-10. Tu l'as dit, contre soit la Géorgie, soit la Turquie. Donc un match aussi abordable. Et honnêtement, si on arrive à grappiller, à gratter une 9e place sur ce championnat d'Europe, ce sera pour moi un très bon résultat. L'équipe a été enthousiasmante pour les 52 ans de Veljko Kobechak, qui fêtait son anniversaire sur ce match-là, qui a malheureusement été exclu
L'arbitre lui a pas fait un cadeau d'anniversaire puisqu'il l'a exclu. Mais l'équipe est rentrée tout de suite dedans avec. Je veux pas faire un focus encore sur Thomas, mais Thomas qui est capitaine de cette équipe, qui est le leader d'attaque et donc qui a montré la voie à ses coéquipiers en mettant les 3 premiers buts. Les Pays-Bas n'ont réduit la marque à 2-1 que sur un penalty que j'estime être un penalty cadeau parce que à vitesse réelle, je vois pas qu'il y a pénalty du tout et puis avec la VAR, le ralenti, je vois encore moins donc écoute, ça permet aux Hollandais de recoller mais les Français ont été, pleins d'abnégation et puis, c'est une victoire qui, pour moi, ne souffre d'aucune contestation parce que la France a pris, le lead, dès le départ et puis l'a jamais lâché. A même compté, 5 buts d'avance à un moment donné, hein, qui menait donc 10-5 et puis qui a un peu relâché à la fin. Ils ont un petit peu arrêté de jouer parce qu'ils ont été conservateurs, on les comprend aussi, hein. Conservateurs pour pas, ils ont joué le chrono, sans trop jouer en attaque. Ça a permis aux Pays-Bas de revenir à -2, mais écoute, une équipe de France qui m'a emballé et je vais même aller un petit peu plus loin. Pour moi, en termes de pas en termes de jeu, mais en termes de plaisir à les voir, c'est le meilleur match que j'ai vu depuis Doha. Les jeux ont pas été enthousiasmants, hein, on est tous d'accord là-dessus. La coupe du monde l'a été encore moins parce qu'on a fait que des défaites et puis là, on bat un adversaire quand même qui est en train de revenir sur la scène internationale, hein, les Pays-Bas, qui ont organisé un tournoi chez eux avant de venir, qui ont battu la Hongrie, qui ont été à un doigt, à un dixième de seconde de battre la Serbie. Il faut quand même pas l'oublier. Ils ont été vraiment, la VAR leur a enfin, ils ont partagé quand même, en tout cas, les points avec la Serbie. Ils ont malmené le Monténégro pendant très longtemps puisqu'ils menaient 10-7 à pas hyper longtemps de la fin. Donc, une vraie équipe, hollandaise qu'on connaît, hein, on a tous joué les Hollandais et c'est très, très compliqué le hollandais, c'est pénible à jouer. Et l'équipe de France, écoute, voilà, a pris le taureau par les cornes d'entrée de jeu, a pu lâcher l'affaire. Je répète, on a un leader d'attaque, mais je veux pas faire un focus que sur Thomas parce qu'il y a d'autres joueurs. Mais par contre, on a un leader de défense qui est Hugo Fontani, qui a été fantastique sur ce match-là. Et je vais aussi aller plus loin parce qu'on n'a pas toujours l'habitude d'oser affirmer ses ambitions ou quoi. Mais j'allais te dire qu'Aguirre, je l'avais dit, était pour moi le meilleur gardien du tournoi. Sauf qu'on a bien vu quand même que sur le match Hongrie-Espagne qui a suivi, il a été en grande difficulté. Et pour moi, Hugo, oui, est le meilleur gardien du tournoi. Alors, pour l'instant, parce que si tu as un gardien qui éclate tout en demi-finale et en finale, je reverrai mon jugement. Mais sur ce que j'ai vu pour l'instant, et j'ai vu quasiment tout le monde, ouais, Hugo Fontani, de près, de loin, sur les pénaltys, sur les volées, et cetera. Il fait un tournoi, un peu en dedans sur le premier match, mais depuis, il a remis les choses à l'heure et on a eu un grand Hugo Fontani. On en a besoin, on le sait, mais il est au rendez-vous et très, très fort. Il m'a encore impressionné. Ouais, je confirme, aussi cette impression que j'ai. En fait, effectivement, à part le premier match où peut-être, voilà, il est pas bien rentré dans le tournoi sur ce premier match-là. Bon, il avait fait une pause, on le rappelle, aussi en équipe de France, mais on voit bien, qu'il a bien fait de revenir et que bon, sur ce match-là, les statistiques parlent pour lui aussi, hein. Il est quasiment à 60 d'arrêts, hein, 58,3 pour être précis, avec 14 arrêts sur 24, mais aussi au-delà de la statistique, c'est aussi dans les moments clés où il arrête des buts. Et effectivement, une fois que le premier match était passé, en fait, c'est hyper constant, en fait. C'est qu'il bouge pas. C'est-à-dire qu'il est là, effectivement, au rendez-vous, il dégage de la sérénité, bon, il se permet un peu d'aller chercher un peu avec quelques gestes, on va dire un peu comme les gardiens de hand souvent le font, se galvaniser, se donner du courage et s'encourager aussi. C'est important de galvaniser son équipe. Il rassure, je pense, beaucoup son équipe en défense, ce qui permet plus facilement à d'autres de mieux se positionner. On a quelques blocs. On avait évoqué en Champions League des équipes qui avaient du mal avec les blocs. Là, les Français sont bien positionnés sur les blocs. Une équipe de France qui a, j'en avais parlé aussi précédemment, qui a vraiment resserré comme on dit, le roster sur ce match-là parce que on a quand même 7 joueurs qui sont à plus de 20 minutes de jeu. Il n'y a pas eu tant de rotation que ça dans ce match-là. Une équipe de France qui a su museler. Donc de l'autre côté, il y a quand même le meilleur buteur de l'équipe hollandaise, là, je sais pas comment on le dit, mais je dirais Terrier-Le, quelque chose comme ça, Cas Terrier-Le, qui était à 13 buts avant ce match-là, qui avait fait bonne impression aussi. Les Français l'ont bien contenu puisqu'ils ne marquent qu'un seul but. Et c'est sur penalty, sur ce penalty fantôme, effectivement, j'ai vu la même chose que toi. Je me dis, bon, à vitesse réelle, on peut se poser la question, mais quand on voit la VAR, il y a plusieurs décisions arbitrales que j'ai eu du mal à suivre et à comprendre.
Mais bon, maintenant, avec les nouvelles règles, on n'est pas non plus au fait 100% de ce qu'il faut siffler ou pas, mais assez surprenant. Et la France qui avait pris le match par le bon bout, avec cet écart creusé en première période, qu'ils ont maintenu en fait tout le match quasiment, puisque bon, même après ils l'ont creusé grâce à cette troisième période. Il n'y a pas eu de trou d'air, pas en deuxième, pas en troisième. Ça a été un match plein. Et aussi, ce que je voulais dire au niveau tactique, c'est que j'ai trouvé qu'en fait, depuis le premier match, la France joue quasiment tout le temps pareil. Et je pense que ça joue aussi sur la progression de cette équipe. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils appliquent les consignes. Et au fur et à mesure, comme ils se connaissent mieux, comme en fait ils jouent toujours de la même façon, il y a des choses qui se mettent un peu plus en place. Et on voit des joueurs aussi qui ont su se mettre dans ce moule. Je dirais que sûrement souhaité par Kobe Chak et Olivier Chandieu. On a des joueurs qui se révèlent un peu. Moi, je trouve un Kylian Brest-Fernandez, un Alexis Draé qui va même chercher la balle à l'engagement. Voilà, Vitran, il est un peu plus dans le dur, mais voilà, qui va au combat, il va au charbon, il défend, s'attaque, il va où il a besoin. Marion Vernou-Romain, il a été un petit peu en retrait, mais pénalisé par les fautes dans ce match-là, c'est dommage. Une belle équipe de France, une belle victoire et qui nous enthousiasme, qui nous fait plaisir et que il y en a encore une à aller chercher. Donc ce fameux match de classement, on espère aussi qu'on aura les mêmes choses à dire sur cette belle équipe de France. Non, et puis les Hollandais qui ont été à la recherche de solutions, mais ils ont vu qu'en face, les Français, 8-5, 9-5, et puis d'entrée de jeu de la quatrième, Mathis Mas, il met le 10-5 qui leur coupe un peu les jambes. Alors j'ai une toute petite crainte, c'est quand Thomas rate le penalty à 12-9, ils reviennent tout de suite à 12-10. Et vu que ça va très vite maintenant le polo, mais écoute, ils nous ont fait quand même un petit, je veux pas dire un cadeau, mais cette tactique de la cage vide. Alors peut-être qu'en handball ça marche, mais au water polo, ça peut marcher si tu avais les règles d'avant avec l'absence de coup franc direct. Hein. Si tu as un passe-repasse obligatoire, tu peux mettre une cage vide, mais avec un coup franc direct, tu peux pas laisser la cage vide. Donc ils ont pris 2-0 en, je sais pas, 40 secondes, je crois, ou 50 secondes. Même moins que Voilà, ça. moins Hein. que ça. Donc j'ai bien aimé. Moi, ce que j'aime bien, il y a pas que ça, mais les attitudes. Quand tu vois un gars comme Alexandre Bouet, comme il s'arrache sur un bloc, comme il harangue le banc quand il bloque le ballon là vers la fin, j'ai trouvé l'équipe très très solidaire. Romain Marion, il fait un job parce qu'il fait 4 périodes quasiment tout le temps à un poste 2 qui est pas toujours facile pour un droitier. On prend pas de contre-attaque parce que physiquement on est au point. Ça nage, ça coupe, c'est solidaire. Non, non, vraiment. Et moi, je pense que Kobechak, alors je vois ça de l'extérieur, mais il a apporté une espèce de forme de sérénité et de confiance. Et on sait très bien que, à ce niveau-là, quand t'es dans des équipes nationales, la confiance, c'est super important parce que t'as pas le couperet du mec, je rate donc je sors. Je trouve qu'il y a un changement par rapport à ça. Et il faut pas oublier une chose, c'est que donc on n'a pas eu beaucoup l'occasion de célébrer quoi que ce soit depuis Doha, parce que les jeux ont été ce qu'ils ont été. La Coupe du Monde, on en a parlé, on gagne pas beaucoup de matchs, voire pas du tout de matchs ces derniers temps. Là, je trouve qu'il y a un souffle nouveau et il faut se rappeler quand même que on abordait ce championnat d'Europe. Maintenant, c'est facile après coup de dire qu'on a oublié, mais on abordait ce championnat d'Europe, on savait pas non plus ce qu'on allait faire contre Malte, hein, parce que Malte, la dernière fois qu'on les avait joués, c'était au penalty avec une équipe de France où il y avait quand même les absents étaient là, hein, Hugo était là, Pierre-Frédéric Van Peperstraat était là, donc on avait une équipe qui était meilleure sur le papier que celle qui est là aujourd'hui, et Malte avait une équipe moins forte, donc on était même à un moment donné à supputer, et si on passait pas Malte, on se retrouvait dans la charrette des 4 derniers. Et puis tu bats Malte et mettre la Hollande derrière, c'est très important parce que c'est une Hollande qui a pas été aussi forte depuis un petit moment, qui revient bien, qui a du shoot, qui a du jeu. Et en fait, la victoire d'aujourd'hui, voilà, c'est décidé très rapidement. Il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu, voilà, tu l'as dit, hein, il y a des jeunes qui jouent, voilà, Kylian Brest-Fernandez, il a 18 ans, il est dans l'équipe, il a un long temps de jeu. Tu mets Lucas Barna devant, il s'arrache aussi pour y arriver. Mas, il s'arrache. Cette équipe, elle te donne envie de la suivre parce elle est alors, les esprits chagrins me diront: «Ouais, c'est que Malte, c'est que la Hollande», mais nous, on est une équipe convalescente, hein. Donc Malte et la Hollande, c'est très bien. Et si tu bats la Géorgie ou la Turquie, ce sera très bien aussi. Ce sera un bon championnat d'Europe. J'ai un regret sur le championnat d'Europe, c'est vraiment le match contre le Monténégro. Parce que je pense quand même que si on met cette égalisation, on n'est pas loin quand même de passer devant.
Kobechak après un rouge, il a été donc suppléé par Olivier. Il y avait 12-8 à ce moment-là. Olivier a fait le boulot. Il a pris son temps mort à la fin en donnant les consignes. C'est une équipe qui panique pas et qui est... Non, vraiment, moi, j'ai rien de négatif sur ce que j'ai vu et je le dis à chaque fois sur le début du championnat d'Europe. Ils me font plaisir. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Moi, je voudrais mettre un petit focus quand même sur Mathis Mas. Voilà, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a bien tenu son rôle à la pointe. On sait que c'est compliqué. Et sur ce match-là, ben voilà, il a eu du temps de jeu. Il a marqué 3 buts. Bon, un avec un but vide. Je pense qu'ils ont dû peut-être nous écouter un petit peu, puisqu'on a eu quand même quelques buts en zone plus, où ils ont cherché les poteaux. Et même sur un temps mort, Kobechak a dit on cherche les poteaux actifs, et finalement, ça a marché. Et l'équipe de France a marqué des buts au poteau en zone plus. Donc, Non, mais le on poteau, avait. la menace au poteau, c'est fondamental parce que ça aplatit la défense. Quand tu es obligé de calculer les poteaux, tu recules un petit peu et puis les mecs qui sont à la périphérie, au lieu de shooter à 6 mètres, ils shootent à 5 mètres et ce petit mètre-là, il est quand même complètement différent. Mathis Mas, si tu veux, il aura pas Jaksic et Randelovic sur le dos tout le temps. Donc ça, c'est des matchs de travail où tu te fais un peu mastéguer, t'as pas trop voix au chapitre parce que derrière, tu as des camions et c'est compliqué. Mais dès que après, tu as un adversaire un petit peu plus prenable, tu mets 3 buts et c'est super important d'avoir un jeune comme ça, français, qui joue en pointe. Lucas Barna va prendre le chemin aussi. Non, non, vraiment, je suis très enthousiaste et après, je veux pas faire d'une victoire contre la Hollande un truc. Mais la Hollande, cette Hollande-là, elle est dangereuse. Elle l'a montré. Ils étaient, à mon avis, favoris du match sur ce 3. Ils étaient avant nous au classement dans cette poule-là. Écoute, ça nous les qualifs pour les Jeux de parce que là, on va voir un petit peu plus loin, mais les qualifs pour les Jeux de Los Angeles, s'il y a 7 ou 8 places pour les Européens, écoute, si t'enlèves les 3 latins, Espagne, Italie, Grèce, et puis bon, ce qui seront quand même toujours devant, Serbie, Croatie, Hongrie. Le Monténégro, ça m'a pas impressionné plus que ça, même s'ils ont battu les Serbes aujourd'hui. Pour moi, ça reste prenable. Et écoute, cette équipe-là, elle a des perspectives, ce qui est bien, et elle a un avenir, ce qui est encore mieux. Oui, et alors pour, juste parler un petit peu de la Hollande, rapidement, moi j'étais surpris, que même j'ai regardé je crois d'autres matchs, Gaba Massi en fait joue pas systématiquement en pointe. C'est pas la pointe préférentielle de cette équipe de Hollande. J'ai trouvé que c'était un peu étrange. J'ai trouvé aussi, une équipe de Hollande, tu l'as un peu dit, qui est quand même relativement jeune aussi. Ça fait longtemps qu'ils étaient plus à ce niveau-là. Je pense que c'est une équipe qui va progresser aussi, s'ils continuent comme ça. C'est une équipe qu'on risque de retrouver un peu régulièrement sur notre chemin, même si, bon voilà, première victoire pour la France là. Il va falloir se méfier de cette équipe de Hollande parce que je les vois aussi progresser. Il y a des bons joueurs. Il y a des jeunes joueurs aussi qui ont 18 ans, 19 ans là, qui rentrent dans cette équipe. C'est pas inintéressant aussi. Pour finir entre guillemets, je voulais quand même donner, on l'a pas fait trop jusqu'à présent, mais les buteurs de ce match côté français et un petit, total des buts inscrits par nos Français. Donc sur ce match-là, on a Kylian Brest Fernandez qui marque un but, Alexandre Bouet un but, Alexis Drae un but sur un but vide, à la fin du match, mais il faut le marquer quand même. Thomas Vernou 6, Steven Vitran 1, Loris Canovas 1 et Mathis Mas 3. Ce qui nous donne au total jusqu'à ce jour Kylian Brest Fernandez qui a marqué 5 buts, Alexandre Bouet 10 buts, Alexis Drae 4 buts, Thomas Vernou 22 buts, Steven Vitran 7 buts, Denis Guérin 1 but, Romain Marion Vernou 8 buts, Loris Canovas 8 buts, Mathis Mas 4 buts et Tom Sauton 1 but. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos Français. Ouais, non, non, la Hollande a un avenir, c'est vrai, tu as raison. Nous, écoute, il faudra qu'on rejoue ce petit championnat à nous, c'est-à-dire batailler les Roumains, les Hollandais, les Géorgiens, les Turcs. Les Turcs, ça joue pas si mal que ça, hein. J'ai regardé les matchs, ça joue pas si mal que ça. Bon, les Allemands sont quand même en retrait et il va falloir épingler, jouer le Monténégro les yeux dans les yeux sans crainte parce que, on a aussi, nous, une grande marge de progression, hein. Des gars, tu disais Mathis Mas, Lucas Barnat, ça en pointe, c'est des joueurs qui ont pas de vécu international. Donc c'est un poste qui est ô combien difficile. C'est normal que l'apprentissage soit compliqué. C'est une équipe qui m'a vraiment fait plaisir et des fois on a eu, pas la dent dure, mais parce qu'on exigeait beaucoup quand même des équipes de France parce qu'il y avait du talent. Mais là, moi, c'est une équipe vaillante qui donne vraiment envie de la suivre
et qui fait plaisir à voir parce que voilà, le sport, tu gagnes, tu perds, mais il faut donner tout ce que tu as et là, je trouve que cette équipe, elle est bien et puis c'est serein. Je vois pas d'agité ou quoi que ce soit. C'est solidaire, serein et ça joue 32 minutes, hein. Ça laisse pas tomber les matchs, ça démissionne pas, c'est non, non, moi une équipe qui m'enthousiaste beaucoup. Voilà. Eh ben, on pourra retrouver, l'équipe de France, jeudi 22 janvier à 15h15, donc on l'a dit, contre, la Géorgie ou la Turquie pour la place 9-10 dans ce championnat d'Europe. Eh ben, on sera tous derrière les Bleus. Allez les Bleus et on espère une deuxième victoire d'affilée. Exactement, une 9 place, ça serait très bien avec les conditions actuelles. Dans cette soirée, il y avait 2 autres matchs, 2 très beaux matchs, puisqu'on avait un Espagne-Hongrie qui s'est joué au pénalty après, un final d'anthologie presque, donc 11-11. Une égalisation de l'Espagne par Cabañas sur un superbe lob au buzzer. C'était le buzzer beater comme on dit et du coup, on a eu une séance de penalty avec un Schoma Vogel, complètement retrouvé. Il avait été en retrait le match précédent. Là, c'est pour moi, c'est lui qui a fait gagner son équipe. C'est le game changer aussi, je reste dans les termes anglophones et victoire au final de la Hongrie qui se qualifie pour les demi-finales. Ouais, Christophe, il y aura un nouveau champion d'Europe, hein, puisque l'Espagne lâche sa couronne, hein. L'Espagne, dans sa double confrontation avec la Hongrie et la Serbie, a perdu 2 fois. Donc il y aura un nouveau champion d'Europe. La Hongrie qui cumule quand même 13 titres de champion d'Europe, ce qui est phénoménal, en plus des 9 titres olympiques. Donc la Hongrie qui, tu vois, qui est une nation qui peut laisser Vamos à la maison et Zalanki et puis rejoindre quand même le dernier carré, même si ça a été au forceps, il fallait quand même le rejoindre ce carré-là avec les Serbes chez eux et les Espagnols. Et écoute, un match haletant parce que ça a été un mano-mano. Je crois qu'il y a une seule fois les Hongrois ont pris 2 buts d'avance. Sinon, ça a été toujours à un but, quasiment. Et puis, Schoma Vogel, qui est, on le sait, le meilleur gardien au monde sur les pénaltys, qu'on a déjà arrêté 2 dans le match, hein, puisque à 4-4, il arrête le pénalty de Sanaoura et puis juste après, à 5-4, il arrête le pénalty de Granados. Mais malgré tout, tu sais que quand tu vas jusqu'au péno avec un gars comme ça dans la cage, tu as un petit avantage psychologique parce que les tireurs en face, faut qu'ils attrapent vraiment le bon secteur. C'est un gardien très longiligne avec des très longs segments et qui sort vite et qui a une vraie spécialité là-dessus. C'est pas un coup d'essai, hein, il a déjà fait plein de fois. Et puis, les Hongrois ont cru le détenir, hein, ce match-là, puisqu'ils ont été devant jusqu'à l'ultime seconde et ce lob de Cabana justement qui lui casse les reins à Soma Vogel parce qu'il y a juste cette petite fixe avec ce bras qui et puis vraiment la parabole de la balle qui va dans le petit filet, il peut rien faire du tout. Et puis cette malédiction, j'avais dit que les Espagnols étaient souvent un petit peu la bête noire des Hongrois et puis juste avant ce but de Cabañas, je pensais que le sort avait été inversé et puis il a fallu quand même aller batailler jusqu'au penalty. David Martin, entraîneur de l'Espagne, de manière très fair-play, a reconnu que la victoire des Hongrois était méritée et que, écoute, c'est comme ça, tu peux pas gagner tout le temps, hein. On l'a dit qu'il y a 5-6 équipes qui se valent et qui peuvent toutes être championnes d'Europe. Ça sera pas l'Espagne ce coup-là, mais la Hongrie a fait un gros match, handicapé quand même par beaucoup de fautes graves. Manertz a pris 2 fautes et puis en face, écoute, je sais pas trop ce qui se passe, mais on a un Granados qui doit être à 10% au shoot. On a Mounaris qui a un peu disparu depuis le début du championnat d'Europe. Il fait pas un bon championnat d'Europe. Alors, c'est suppléé par Sadaoura et Cabañas ce soir et Bill aussi qui a été pas mal. Mais l'Espagne, alors Aguirre aussi qui est sorti de la cage, hein, David Martin a pris un gros risque quand même, mais bon, il a tenté son va-tout en l'enlevant. Et l'Espagne ne peut pas aller au bout des tournois sans un grand Granados et sans un gros Mounaris. Et là, c'est pas le cas. Ils sont un petit peu en méforme, donc ça n'a pas suffi contre la Hongrie. C'était pas loin, mais ça n'a pas suffi. Ah oui, tu l'as dit, l'Espagne qui a changé de gardien en cours de route, hein, qui a sorti Aguirre, mais qu'on a retrouvé Aguirre au penalty. Donc assez étonnant. Aguirre qui est passé un peu à côté de son match, hein. On sait qu'il peut être aussi un game changer. Là, il n'a pas aidé son équipe. Granados qui fait 1 sur 9 dans ce match-là, qui avait été élu juste avant le début du tournoi meilleur joueur du monde. Je crois que il a eu un trophée pour ça. C'est vrai qu'il il a pas répondu présent dans ce match-là. Ça a été un match compliqué pour l'Espagne et puis effectivement la Hongrie a pu s'appuyer sur un très bon Soma Vogel parce que
À côté, je trouve que les frères Vigvari, qui sont pas mal en général, ils ont été un peu en dedans quand même, ça a été un peu dans le dur. Maners, tu l'as dit, qui a été pénalisé tout de suite de 2 fautes en première période, et on sait l'importance aussi de Maners dans cette équipe, qui avait été MVP, notamment, à Malte, du Final Four. Donc voilà, on sait que c'est deux belles équipes, et puis, comme tu l'as dit, ils se sont rendus coup pour coup, et ça a basculé du côté de la Hongrie, cette fois-ci. Par contre, j'étais très surpris par, le carton rouge de Larumbe, je vois pas du tout où il y a brutalité là-dessus. Ou alors si tu mets un rouge là-dessus, tu vas en mettre 10 par match. Parce que ça reste du water polo, faut pas que ça devienne du basket, hein, le water polo, où dès que tu touches, il y a faute. Au basket, il y a 5 fautes, hein, au water polo, il y en a que 3. Mais là, je veux dire, mettre un rouge, faut être sûr de soi quand même, parce que tu élimines un joueur, alors qu'en fait, c'est juste un départ de contre-attaque où, je trouve même que c'est lui qui subit la faute. J'ai pas du tout compris ce carton rouge-là. Et les arbitres, j'ai vu très peu d'arbitres quand même aller à la VAR et se déjuger. Donc j'ai l'impression quand même que une fois qu'ils ont sifflé, ils ont pas trop envie de revenir sur leur décision. Je sais pas si c'est par orgueil ou des fois ils sont convaincus de leur décision, mais ce carton rouge, en tout cas, tout le monde a été un petit peu surpris. J'ai pas compris. Ça fait beaucoup, hein, Aguirre en moins, Larumbe en moins, Granados pas dedans, Mounaris pas dedans. Même s'il te reste des Taoul et tout ça, ça suffit pas pour être la Hongrie. Et on parlait du pourcentage d'Aguirre, c'est vrai, mais il y a quand même maintenant, faut quand même avouer que les mecs, ils ont des shoots, c'est impressionnant, quoi. La fixation, la vitesse de bras. Tu vois que là, on est passé à autre chose au niveau de l'athlétisation et de la préparation physique et tout ça. Les ballons, ils partent tout seuls. Il est dans la main, il finit dans le filet, ils sont à 8 mètres, ça envoie de partout. Gardien, t'as intérêt quand même d'avoir grandement confiance dans tes blocs, parce que entre les fixations, les secteurs, la puissance, c'est quand même super dur. Je voulais aussi revenir sur Akos Nagy, qui a failli coûter cher à son équipe, parce qu'il a bien démarré son match. Puis après, il a commencé un petit peu à artiller de partout en ratant. Et puis il met ce petit lob aussi, sur lequel, la VAR s'est pas étendue, mais je pense qu'il est rentré. Moi, la qualité de shoot, je suis impressionné sur, si ça passe le bloc, c'est compliqué d'aller la chercher quand même. Et d'ailleurs, souvent les shooters shootent de côté du bloc, parce que si c'est contré, tu peux éventuellement récupérer le ballon, et si c'est pas contré, si ça passe le bloc, bien souvent ça va au bout. Dans ce match, au niveau des statistiques, au niveau des exclusions, je trouve que ça peut être intéressant, c'est qu'on a eu 10 exclusions, du côté, plus les 2 pénaltys, mais 10 exclusions, 18 secondes, côté espagnol, contre 17 quand même, côté hongrois, et les Hongrois ont bien su gérer ces temps-là. Et en termes de pourcentage au shoot, on n'est pas sur des pourcentages très élevés des 2 côtés, hein, 34 à peu près, pour l'Espagne, 38, côté, hongrois. Et malgré, on sait des fois dans les matchs, on peut avoir, une équipe qui prend un peu le lead, et puis finalement l'autre équipe revient sur une autre période. Là, toutes les périodes sont identiques, à chaque fois, les équipes se sont pas lâchées, 3-3 fin de première, 2-2 deuxième, 3-3 à nouveau la troisième, et 3-3 sur la quatrième. Donc Ouais, je te c'était dis, vraiment, il y a eu un 7-5, il y a eu un 7-5 pour les Hongrois. Les Espagnols ont fermé le gap tout de suite en égalisant à 7-7, et après ça a été un chassé-croisé jusqu'à la dernière ouais, seconde avec ce lob de Cavalias. Donc ouais, match incroyable. Écoute, c'est une belle fête du polo, hein, encore une fois, bien filmé, c'est une belle promotion, et puis maintenant on va aller vers les médailles. Donc là, ça va être encore plus intéressant. On verra déjà la dernière équipe qui rejoindra les demi-finales entre la Croatie et l'Italie, et puis qui rencontrera donc la Serbie, et les Hongrois rencontreront de leur côté les Grecs. Donc voilà. ouais. Et donc, du coup, dernier match, pas inintéressant non plus, Serbie-Monténégro, donc, victoire finale, hein, tu pensais que les Serbes allaient pouvoir s'imposer, mais victoire finale du Monténégro 15-13, dont un match où quelques décisions un peu litigieuses aussi. Je me suis dit: «Bon, l'équipe à domicile, elle va être un petit peu favorisée par l'arbitrage», et puis finalement, le Monténégro s'impose. Donc c'est la première défaite de la Serbie, ils n'avaient jamais perdu, en championnat d'Europe chez eux. Donc maintenant c'est chose faite. On sait que les séries sont toujours amenées à s'arrêter un moment. Savic, qui retrouvait l'équipe de Serbie, on va dire quelque part, qui connaissait bien cette équipe, puisqu'il a entraîné, et je crois que même en 2016, c'était lui l'entraîneur, lorsqu'ils ont été champions d'Europe. Oui, Savic a commencé la saison 2016 par le titre de champion d'Europe à Belgrade, pour enchaîner sur les Jeux Olympiques de Rio derrière avec la médaille d'or, et de Tokyo ensuite après, pour la deuxième médaille d'or olympique. Savic, qui donc après être parti
parti dans le Golfe, je crois que c'est en Arabie Saoudite. Il a pris les rênes du Monténégro. Écoute, c'est un match quand même... je mets un petit doute sur ce match-là parce que, alors les Serbes, quoi qu'il arrive, étaient sûrs d'être premiers puisqu'ils connaissaient le résultat d'Espagne-Hongrie puisqu'ils ont joué le dernier match. Donc, quel que soit le résultat, ils étaient premiers, mais c'est pas la meilleure des façons de préparer une demi-finale, de perdre un match. Et sur ce que j'ai vu honnêtement du Monténégro, qui a été plus que poussif contre les Pays-Bas et contre la France, quand même assez surpris de cette victoire des Monténégrins sur les Serbes. À mon avis, ça n'a pas joué à fond non plus. J'ai pas toutes les stats, mais ça n'a pas joué à fond du côté serbe parce que peut-être joué pour pas se blesser ou pour petit galop d'entraînement comme ça, parce que le vrai match qui compte, c'est la demi. Je pense que sur une confrontation directe, dans un match qui compte, je vois pas les Monténégrins dans l'état actuel des choses battre les Serbes. Donc, très surpris par cette victoire des Monténégrins. Moi, je suis un petit peu d'accord avec toi. On pourrait penser que la Serbie ait un peu laissé filer le match, mais bon, c'était quand même un match plaisant. Ça se voyait pas trop. Si ça a été le cas, c'était discret. Un match qui avait démarré un peu sur les chapeaux de roue. 6-5 à la fin la première période, 10-8 à la fin de la deuxième en faveur des Serbes et les Monténégrins qui remportent les 2 dernières périodes. Une équipe du Monténégro, malgré tout, qui, pareil, je pense qui va compter dans les années à venir, parce que dans leur effectif, il y a 3 joueurs, au moins, il me semble, qui ont été champions du monde U20, dont Gojkovic, omniprésent dans cette équipe-là. On a Stupar, qui était le capitaine de l'équipe des U20, qui est aussi qui joue beaucoup, et Vukovic, là, le numéro 8, que j'aime bien. C'est lui qui marque le dernier but. Voilà, il y a quand même de la qualité du côté du Monténégro et déjà rien qu'avec ces 3 jours-là, voilà, on a le capitaine de l'équipe championne du monde, on a le MVP qui était Gojkovic, c'est costaud quand même. Toutes les équipes qui ont été championnes du monde U20 ont fini sur un podium olympique. Donc, leur sort remonté à... Les Espagnols ont été champions olympiques avec la génération 68, où ils ont été champions olympiques à Atlanta. Les Serbes l'ont été, les Hongrois l'ont été. Toute cette génération qui a été champion du monde à Dunkerque, ils ont fait 3 titres olympiques. Donc effectivement, les U20, c'est vraiment l'antichambre. Et quand tu es champion du monde en U20, tu domines très souvent un petit peu quand même. Enfin, tu te places en tout cas pour les compétitions d'après. Les Grecs aussi l'ont fait. La génération qui a été vice-champion olympique, c'est cette génération-là. Donc oui, le Monténégro, avec un gars comme Savic aux commandes, progressera. Tout le monde progresse de toute façon. Mais nous aussi, on va progresser. Je pense que ça va donner un élan quand même. C'est un petit rayon de soleil, ce championnat d'Europe dont on avait besoin. Et ça va donner un élan. Tu sais, quand tu reviens d'un championnat d'Europe réussi comme ça, tu redoubles d'efforts. Et puis, ça envoie un message aussi à notre fédération, disant que bon, voilà, on n'est pas à la rue du tout. On finira peut-être 9e ou 10e sur 16. Donc, écoute, on mettra 7 ou 6 équipes derrière nous. Et dans l'intention, en tout cas, ça a été bien. Donc, écoute, voilà, il faut boucler l'affaire. Faut bien finir sur une bonne note avec une victoire. Mais ils sont là et je pense qu'ils gagneront ce dernier match. On l'espère. Allez les Bleus. Et voilà, donc on est à la fin de cet épisode spécial. On rajoute des épisodes parce qu'on a un beau championnat d'Europe et restez connectés parce qu'il y a d'autres épisodes qui pourraient arriver d'ici mardi avec ce dernier match de l'équipe de France, mais aussi les demi-finales et finales à suivre. À bientôt. À bientôt. Ciao. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.